Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Fred est parti coacher les amis. Donc on a un combattant normalement qui combat à Clermont-Ferrand. Donc il ne sera pas avec moi. Il revient samedi. Donc j'ai une première question. C'est la place de la préparation physique dans la charge d'entraînement. Alors c'est une très très bonne question. C'est une question qui revient régulièrement. Souvent on me dit ouais mais coach combien il faut que je fasse de séances de préparation physique. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé par le passé. Pendant ma semaine par exemple. Alors en fait, le problème, c'est souvent par rapport au nombre de séances que vous allez faire dans le spécifique. Est-ce que vous êtes un combattant amateur, un combattant professionnel? Alors là, je vais répondre pour les gens qui veulent faire de la compétition. Hein. D'accord, on va omettre les gens qui font ça par loisir. Même si, bien sûr, ça peut être bénéfique de faire de la prépa physique également. Donc en fait, pour un professionnel, ça va dépendre aussi de son niveau technique. Hein. S'il a aussi, dans son cas d'entraînement, imaginons, vous n'êtes pas très fort en anti-lutte, et que vous affrontez un lutteur, bien entendu, vous risquez du coup de devoir augmenter votre charge d'entraînement en lutte, ou du moins pour essayer de jouer la lutte de votre adversaire. Donc là, pour moi, si vous avez un comble technique et tactique, en tout cas à essayer de, du coup, pour le coup, le combler, ce déficit, 2 séances de prépa physique, je pense que c'est très très bien. Par contre, à l'inverse, si vous avez du temps, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes un striker, et lui aussi c'est un striker, donc son point fort ne vous fait pas peur, effectivement si vous voulez mettre l'accent sur la préparation physique parce que vous voulez faire la différence en termes d'endurance de force, en termes d'endurance fondamentale, etc., pourquoi pas intégrer une séance de préparation physique supplémentaire, donc monter à 3. Au-delà de 3, pour moi, ça sert plus ou moins à rien, à part, vraiment, alors quand je parle de préparation physique, il faut qu'elle soit bien orientée. Hein. Je ne parle pas faire pour faire, vous savez, mon opinion là-dessus. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'essayer que la préparation physique vous serve dans votre spécifique. Si, par exemple, vous avez du temps, vous affrontez donc du coup ce striker, là, vous pourrez mettre l'accent dessus pour pouvoir essayer de gagner en endurance de force, donc taper plus fort plus longtemps, en endurance de puissance, orienter vitesse, donc par exemple, essayer de taper rapidement, mais pendant tout le long du combat, et ainsi de suite, et en endurance fondamentale. Parce que la prépa physique, c'est pas que des charges additionnelles, c'est pas que des barres. Ça peut être se rapprocher aussi de faire du fractionné au sac, par exemple. C'est de la préparation physique spécifique. D'accord ? Mais ça reste de la préparation physique. Voilà. Donc à vous, après, d'intégrer les séances comme il faut. Vous pouvez le faire en associé. Hein, donc, c'est-à-dire, je fais ma séance de prépa physique et après, derrière, je vais enchaîner sur ma séance spécifique. Vous pouvez le faire en dissocié. C'est-à-dire, je vais travailler le matin. Pareil sur certains patterns de mouvement qui peuvent m'intéresser pour mon spécifique. Là, le matin et le soir derrière, je fais du coup mon spécifique. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et il faut essayer du coup de l'intégrer comme ça. Ensuite, il va falloir le tester, hein, parce que quand on parle de charge et de quantification d'entraînement, il y a 2 visions de la charge d'entraînement. Il y a la vision personnelle, donc ça c'est un peu subjectif, comment moi je supporte la charge d'entraînement, et il y a la vision aussi de l'entraîneur par rapport aux données qu'il a sur son athlète, qu'est-ce qu'il imagine que son athlète peut prendre en charge, quoi. Comment il peut l'encaisser. Et après, c'est à lui d'essayer d'y remédier ou de l'adapter, de la réorienter si besoin est. Donc voilà, la préparation physique, c'est vraiment un sujet très vaste. Mais pour moi, déjà, 2 séances, c'est déjà très bien si c'est bien optimisé et si c'est bien réalisé, si c'est bien fait. Le PFL arrive à grands pas. Comment gérez-vous la pression, les entraîneurs? Alors, comment les entraîneurs gèrent la pression? C'est comme ça plutôt qu'il fallait formuler la question. Les entraîneurs, comme je dis souvent, en général, tu stresses plus que tes combattants. C'est toujours ça. La Fight Week, c'est terrible pour un entraîneur. C'est long. Plus ou moins, tu accompagnes ton athlète un peu partout. Mais après, c'est surtout le sentiment d'impuissance. Tu vois. Alors après, tu as tout donné. Hein, tu as participé à une préparation, tu as préparé l'individu de... Mettons, je sais pas, moi, vous avez fait 2 mois de prépa avec lui.
Et derrière, vous allez le coacher. Et c'est vrai qu'en général, quand on arrive en fight week, au début de la fight week, tout le monde est décontracté, tout le monde est facile, tout le monde est relâché. Ça va, mais après, plus le temps passe. Et moi, je trouve qu'il y a un tournant, vraiment. Là où je trouve qu'il y a le plus de tension, c'est le jour de la pesée. Parce que les gens sont en train de... Enfin, la pesée officielle. Hein. Pas, la pesée officielle pour la fédération. Pas la pesée médiatique. C'est autre chose, ça. Hein, parce que les gens ont déjà eu le temps de se recharger. Mais comme les combattants, ils ont subi le cutting, etc., ben déjà, toi, t'es pas bien. Ton mec, il faut qu'il fasse le poids. Donc, t'arrives à tout le monde qui est fatigué. Les gens se pèsent le matin. Souvent, ils ont passé une mauvaise nuit, les combattants. Donc, c'est un peu le bordel. Donc là, oui, pour le coup... C'est assez compliqué à gérer. Et après, bon, mais derrière, la pesée se fait. Et là, tu sais que tu y es. Hein. Tu sais que normalement, le lendemain, l'adversaire sera bien présent, du coup, dans la cage. Donc c'est là, hein, ça y est, c'est là où l'adrénaline monte. Et après, il y a plusieurs phases, en fait, dans la Fight Week. Moi, je trouve qu'au début, tu es un peu stressé quand tu arrives. Après, le stress s'enlève parce que tu es loin. Il y a que des... En fait, c'est que des médias. Après, hein. En général, il fait un peu la tournée des médias, l'athlète. Il fait des photos aussi pour l'événement. Et après, derrière, il y a une deuxième pression qui remonte du coup quand il y a cette fameuse pesée. Après, il y a un relâchement qui s'établit parce qu'on va tous manger ensemble, etc., pour se recharger. Et après, c'est le surlendemain, donc le jour J, où là, effectivement, ça y est, hein, là, tu as la pression. Et là où je trouve que la pression est la plus haute, personnellement, c'est quand ils viennent te chercher, en fait, les chauffeurs, avant ton combat. C'est-à-dire qu'ils viennent te chercher pour t'amener à la salle. Et quand tu arrives à la salle, souvent, ça dépend auquel moment tu es. Alors, avec Fred, l'avantage, c'est qu'on était toujours dans les premiers combats. Donc, c'était top, parce qu'au moins, il combattait, on était tranquille. Donc, on n'avait pas encore le temps de jauger la pression qui pouvait se retrouver dans la salle. Par contre, avec Abdul, c'était différent, parce qu'il est souvent main event ou co-main event. Donc là, on arrive en dernier. Donc là, tu as déjà la salle qui est plein pot. Enfin, tu as déjà eu des combats avant. Tu entends les brouhahas du public et tout. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et comme je vous dis, vous avez un sentiment d'impuissance quand vous coachez. Et ça effectivement, c'est quand même terrible. Et je pense qu'on y laisse des plumes. Hein. Souvent, les coachs en parlent, on y laisse des plumes. Et je pense encore plus. Alors, le MMA, c'est différent parce que tu ne vas pas faire de conférence de presse à proprement parler comme dans le foot. Dans le foot, par exemple, les entraîneurs, ou dans le rugby, ils ramassent sévère. Tu vois, ils ramassent, mais vraiment, vraiment sévère, et même devant leur public. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, s'ils enchaînent de mauvais résultats, ils vont se faire huer par peut-être 20 000 personnes. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est ignoble à vivre en tant qu'enseignant. Donc, eux, il faut un mental d'acier, parce que même le lendemain, les journaux, ils vous insultent de tous les noms. Tu peux te retrouver derrière avec le journaliste qui t'a insulté, qui te pose la question en conférence de presse. Parce que c'est pas tendre le foot. Hein. On est à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver et de ce qu'on retrouve actuellement même à l'UFC. Hein. Dans le MMA, ça n'a rien à voir du tout. C'est même pas comparable. Donc, non, c'est là où c'est compliqué. C'est aussi les enseignants, les intervenants, ils doivent aussi s'inspirer des autres disciplines, hein, de cette expérience du coup. Mais c'est vrai que c'est un boulot que moi je trouve très, très difficile. Et pareil, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que je sais que Fred, là, il est parti du coup coacher Kylian. Ils sont partis à Clermont-Ferrand. Je sais qu'il va stresser. Tu vois. Donc c'est pareil, que ce soit un niveau amateur ou alors après, bien sûr, qu'il y a un public, une attente, etc., des enjeux. Mais effectivement, tu ne le vis pas de la même manière. Tu vois. Et pareil, tous les combats, tu ne vas pas les vivre de la même manière. Ça va dépendre aussi ou de l'adversité, ou de ce que ton athlète a à perdre, des enjeux sportifs, des enjeux médiatiques. Et voilà, moi je sais qu'un qui m'avait stimulé, où vraiment je trouve qu'il y avait eu beaucoup d'adrénaline, c'était contre Carla Moussou. Tu vois, Abdul, je trouvais que il y avait une grosse pression autour de ce combat. Et Brad Wheeler, c'était l'inverse, c'est-à-dire que Brad Wheeler, c'était vraiment le combat où il fallait qu'Abdul gagne impérativement. Et que, tu vois, et ça, il avait tout à perdre. Donc tu le vis pas de la même manière. Voilà, c'est chaque chose en fait, chaque élément en fait tu vois, à chaque fois, chaque séance ne se ressemble pas. Et c'est aussi ça qui fait la beauté du coup de ce travail et de cette passion, quoi. On entend souvent dire les combattants que le combat le plus dur, c'est la diète et la pesée. Est-ce vrai pour toi? Alors, il y a pour beaucoup d'athlètes, et là ça nous parle parce qu'on va dire Baki Doumbé, je pense que oui, effectivement, pour eux, en grande partie, le premier dur combat, c'est celui de la pesée, parce que c'est des personnes quand même qui sont relativement lourdes.
qu'ils ont un gros travail à faire du coup pour perdre du poids. Alors, il y en a un qui va le faire peut-être plus sur la longueur, d'autres qui va le faire un peu plus de façon, on va dire, traditionnelle. Mais c'est vrai que souvent, hein, même je vois Velaïd et tout, il y en a énormément qui témoignent, qui disent que le plus dur c'est la pesée, c'est le premier combat, c'est le combat souvent le plus difficile. Et tu vois, ils sont tout joyeux hein, quand ils ont réussi la pesée, qu'ils se réhydratent et tout, c'est plus les mêmes. Hein. Mais déjà, c'est pas physiologique, en plus ça joue, mais non seulement ça joue sur la physiologie, mais ça joue aussi sur l'aspect psychologique. Et là, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui le supporte. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas faire des cuttings, il y a des gens qui ne supportent pas les pertes de poids. Mais vraiment, quand je vous dis ne les supporte pas, c'est carrément c'est une incidence ultra négative sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle. Et il y en a beaucoup, c'était je crois Rabib qui disait que rien que s'infliger les cuttings, il ne pourrait plus. Tu vois. C'était vraiment un élément pour lui, il ne peut plus. Quoi. Surtout que lui, il s'en est infligé, mais alors, il a manqué pas mal de pesées, je crois qu'il en a manqué 6. Donc c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est une épreuve qui est terrible parce que même la nuit, comme je dis, hein, je témoigne souvent, tu te réveilles pour avoir envie de manger, tu vois, c'est terrible. Franchement, c'est un bordel. C'est un bordel et il faudrait un jour arriver à trouver une solution, mais pour l'instant, personne n'y arrive. Et puis, ça fait partie aujourd'hui de notre discipline, il faut faire avec. Il faut faire avec. Sinon, il faudrait faire un peu comme au jiu-jitsu, c'est-à-dire te peser et après rentrer sur le tatami. Mais comment tu fais si le mec n'est pas au poids? Tu ne peux pas annuler un main event, par exemple, tu vois. Imagine-toi, là, Baki Doumbé, tu ne peux pas arriver, Baki, mettons, il se pèse, il n'est pas au poids, ou Doumbé, c'est pas au poids, tu ne fais pas le combat. Tout à 20 000 personnes, il te faut une révolution, les mecs. Non, c'est pas possible. Donc, il faut trouver une solution, mais effectivement, sur le plan psychologique, je pense que c'est peut-être, oui, le plus dur. Parce qu'après, il faut savoir que le jour J, l'attente est très difficile. Hein, vous avez vu, beaucoup de combattants témoignent en disant que l'attente est très difficile, très compliquée à vivre. Donc après, derrière, quand ils rentrent, dans la cage, ils sont contents, ça y est, parce que tu vois, ils y sont. Et quand il y a le premier coup qui est échangé, et c'est un peu ce qui est bizarre, quand le premier coup est échangé, d'un coup, vous avez le sentiment que tout ce stress, il s'évapore. C'est assez particulier. Et alors, il y en a qui le gardent, hein, cette pression, hein, sûrement dans des main events contre des tueurs, voilà, mais il y a souvent ce témoignage qui revient. Donc, voilà, il y a des étapes, dans le MMA et dans l'aspect psychologique de l'échéance. Que penses-tu du niveau amateur en France? Alors, le niveau amateur en France, tu vois, les combattants aujourd'hui, moi je suis bluffé du niveau qu'il peut avoir. Quand je vois les événements, j'en reviens pas. Je vous cache pas, c'est un truc de ouf, quoi, quand ils pensent. C'est les amateurs d'aujourd'hui, c'est des. Je vais dire, les très bons amateurs d'aujourd'hui, c'est des bons pros d'il y a 10 ans, quoi. C'est un truc de malade, le niveau qu'ils ont. Quand tu vois Paul Dena, Patrick. Etc. Mais moi, je trouve qu'ils sont super forts. Hein. Vraiment, ils sont complets. Ils ont toutes les qualités pour réussir. C'est assez impressionnant. Parce que surtout qu'ils sont jeunes et que, je te dis, ils n'ont pas encore franchi le cap de faire du coup plusieurs combats professionnels. Donc, ils ont moins de 5 combats professionnels. Patrick, il n'y en a qu'un. Donc, il va faire son deuxième là. Tu te dis, le niveau qu'il a déjà pour son deuxième combat. Là aussi, c'est difficile de trouver un adversaire. Hein. Il faut lui prendre un mec qui a un gros cursus amateur comme lui. Hein, parce que sinon, le mec se fait tuer. Hein. Ça aussi, alors, il y a beaucoup de pays maintenant où il y a cette culture du sport amateur. Donc, c'est un peu comme en boxe anglaise. Hein. C'est-à-dire qu'en boxe anglaise, ils ont une avance considérable sur nous, dans le sens où, souvent, les mecs, ils arrivent, ils ont 50, 60 combats peut-être en amateur, et après, derrière, ils passent professionnels. Donc, les mecs que tu affrontes, même pour ton premier combat professionnel en boxe anglaise, en général, si tu es pro, c'est que tu as fait je sais pas combien de combats amateurs. Donc, le mec en face de toi aussi. Donc, deux mecs qui ont 2 combats en pro en anglaise, souvent ils ont un bon cursus amateur, donc c'est plus ou moins équilibré, on va dire, hein, sur le papier. Maintenant, c'est sûr que si tu es, je sais pas moi, champion olympique de boxe, bien sûr que tu es avantagé par rapport à un autre mec qui n'a jamais eu une grosse carrière amateur et qui fait son premier combat. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau, il y a une structure, il y a un encadrement et c'est encourageant, hein, c'est encourageant pour la suite. Hein. Et je pense qu'il faut l'exploiter. On le voit, hein, les pays comme le Kazakhstan, etc., ils ont un gros cursus amateur. Et derrière, ils vont sortir, à mon avis, une belle génération de combattants. Je le vois au TK, quand je les vois tourner, c'est incroyable. Hein. Ils sont vraiment super forts. Hein. C'est des tueurs. Hein. Vraiment, hein, les mecs, ils n'ont pas beaucoup de combats professionnels, mais franchement, ils ont des tueurs. Salut coach, je vois souvent dans tes lives, tu dis qu'il y a une différence entre les grosses structures et les petites structures. Tu as déjà parlé de ce sujet, mais qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand tu es allé dans les Émirats?
Ce qui m'a le plus surpris, franchement, c'est surtout l'infrastructure et les ressources humaines. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup de coachs et il y a beaucoup de combattants de passage. Un peu comme au Tiger à l'époque en Thaïlande, où il y a énormément d'athlètes. Énormément. Donc de tout horizon. Tu as des Polonais, des Brésiliens, des Russes, des Tchétchènes, enfin vraiment de tout, quoi. Enfin, les Tchétchènes sont russes, mais vous m'avez compris. Et du coup, tu peux avoir des très bons lutteurs, des très bons strikers, et les salles sont immenses. Et des salles qui sont inconnues, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans une salle, par exemple la nôtre, où on est, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est là où il y avait Pereira. Vous savez, et franchement, la salle est dingue, quoi. Et quand il te la laisse à disposition, du coup, tu peux t'entraîner. Hein, tu as le droit de venir avec un ami à toi et t'entraîner, un peu comme dans les fitness parks, quoi. Sauf que l'espace combat, il est incroyable, tu vois. Et qu'il y a beaucoup moins de gens aussi qui s'entraînent seuls. Énorme, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir en France. Il y a beaucoup moins de gens qui s'entraînent seuls là-bas. En général, les gens qui s'entraînent seuls, c'est ou les coachs ou des cours privés, tu vois, des cours particuliers. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment la différence de contexte. Ça te motive, tu vois, tout est organisé, tout est carré. C'est le pays un peu du service, tu vois. Donc vraiment, c'est la grandeur des structures. Je te dis, il y a un vrai octagone, il y a tout un pan de cage pour faire du cage control, il y a un ring professionnel, enfin bref, c'est la totale. Hein. Tu peux vraiment te préparer de façon optimale. Hein. Si tu peux y aller avec ton équipe, par exemple, prendre un abonnement et derrière, tu te fais un véritable camp d'entraînement. Hein. Un peu loin de tout le monde et tout. Et après, derrière, tu peux aller tourner dans d'autres structures où il y a des Brésiliens, où tu vas avoir du passage, comme je vous dis. Hein. Tu peux aller t'entraîner vers l'équipe de Ramzat, tu peux aller t'entraîner là où il y a Mounir Laziz, tu peux aller t'entraîner où il y a la succursale de Nogueira. Enfin, il y a je ne sais pas combien de salles. Il y a Nikarian, quand on est parti, qui est arrivé. Il y a Pereira, après, qui est arrivé. Et ça, c'est tout le temps. Il y a Léon Edwards qui y va tout le temps. Enfin, tu peux te retrouver dans un sparring du jour au lendemain à tourner avec des mecs, pourquoi pas le champion de l'UFC. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que peut-être dans ta structure à toi en province ou à Paris, mais c'est pas dit que tu puisses le faire. Tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et comme je te dis, il y a souvent... c'est souvent beaucoup de structures qui sont comme ça. C'est pas une en particulier. Alors, il y en a qui se démarquent, hein, bien entendu. Mais t'es pas obligé d'aller comme à l'American Top Team, par exemple. Tu as toujours des mecs qui passent un peu de partout et ça, c'est génial. Coach, en ce moment, il y a un débat sur la morpho-anatomie. Beaucoup disent que ça n'aurait pas une aussi grande incidence sur la performance. Qu'en penses-tu ? Alors, ça dépend de quelle performance on parle. C'est-à-dire que tu peux être fort au soulevé de terre sans avoir une morpho-anatomie adaptée. Par contre, ce qui est sûr, à MMA, moi, je vois un mec, je peux te dire dans quel... en général, quand j'analyse son physique, je sais à peu près quelle technique il va avoir de l'affection pour telle technique, surtout en grappling et en lutte. En boxe, c'est moins vrai, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas le physique, je te dis une bêtise, pour faire une guillotine, tu ne vas pas faire de guillotine. Tu n'as pas le physique pour faire des triangles, tu ne vas pas faire des triangles. Tu peux avoir un super triangle et pas avoir le physique pour faire des triangles. Je pense à Marcelo Garcia, il a un bon triangle apparemment, il n'a pas le physique pour faire des triangles. Et pourtant, je suis sûr qu'il peut mettre un triangle à n'importe qui. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est cette particularité-là qui fait que tu as des individus, effectivement, c'est un peu comme les 3 mouvements, soulevé de terre, développé couché et squat, tu as des mecs qui ont un profil vraiment, on va dire, pour le soulevé de terre, et ils arrivent à performer sur les 3. Mais moi, je sais que tu as des facilités qui vont ressortir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir les mouvements ? Est-ce qu'il faut faire de la kinésiophobie ? Est-ce qu'il faut dire non, je ne fais pas ce mouvement parce que je n'ai pas la morpho-anatomie adaptée, etc. Non. Mais par contre, si toi, souvent, tu vas ressentir mieux les mouvements, en tout cas, moi, c'est mon cas, et tous les gens en général que j'ai coachés, c'était le cas. Mais j'ai déjà eu des mecs qui avaient des bras qui touchaient le parterre et qui, par contre, étaient très forts au développé couché. Et j'ai eu des mecs qui avaient des bras très courts, une grosse cage, et qui n'étaient pas très forts. Tu vois ? Maintenant, après, des fois, tu as un passif qui rentre en compte. Si le mec, je sais pas moi, il vient de la boxe, peut-être il a toujours poussé, tu vois, il a toujours respecté un certain pattern de mouvement, donc automatiquement, ça s'est reproduit derrière. Tu vois, je sais plus c'était quel bodybuilder qui son ethnie n'avait pas de mollets, mais lui, il avait fait de la danse quand il était petit, donc il se retrouvait avec des mollets exceptionnels. Mais en fait, après, le contexte fait que ça te change. Maintenant, il ne faut pas faire de la kinésiophobie, il ne faut pas bannir des éléments, il faut juste choisir ce que te correspond à toi pour le mieux. Mais par contre, je trouve que c'est plus vrai dans les sports de préhension. Dans les sports de préhension, quand tu vois un individu, effectivement, il y a souvent, quand tu vas prédire les techniques qu'il va aimer utiliser et solliciter pendant les randonnées,
eh bien, tu te trompes rarement quand tu arrives à les identifier. Moi, j'ai toute une liste, tu vois. Et je me suis même rendu compte d'un truc, c'est que les gauchers aussi, ils avaient des coups préférés. En général, et c'était souvent les mêmes, tu vois. Donc ça peut pas être... c'est que de l'empirisme, c'est que le côté empirique, là. Mais c'est pas anodin, parce que vraiment, tu le vois, après, tu le ressens. Donc voilà, oui, ça va te donner certaines facilités. Oui, il faut pas le jeter à la poubelle, mais comme je dis, en préparation physique, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, la prépa physique. C'est toujours gris. Tu peux tout justifier, mais tu peux tout aussi attaquer. C'est ça aussi qui est génial. Donc voilà, les amis. Donc je vous ferai une deuxième FAQ aussi quand je partirai à Paris. Moi, je pars normalement, c'est dimanche que je monte. Je vous remercie encore à tous pour la force. N'hésitez pas du coup à poser vos questions sous cette FAQ. Et je vous dis à très vite, les amis.